Notre invité ce matin, Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va parler de l'UMP pour commencer, ensuite la réforme territoriale et puis la réforme pénale. Ou la réforme pénale avant la réforme territoriale, nous allons voir. Christian Jacob, est-ce que vous n'avez pas honte du spectacle que vous donnez à l'UMP ? Non, on n'a pas à avoir honte. On est confronté à une affaire grave. Il faut maintenant laisser la justice travailler le plus rapidement possible. On a tous un intérêt à ce que la justice aille vite. Mais ensuite, vous savez, tous ceux qui au quotidien militent à l'UMP ont des responsabilités, sont élus, viennent d'être élus dans leur mairie, dans leur circonscription, n'ont pas à avoir honte du travail qu'ils font. Bien au contraire, d'ailleurs, les résultats... Mais lorsque je parle de honte, je parle de honte de la direction de l'UMP. Oui, mais l'UMP, je ne parle pas du militant ou de l'adhérent ou du sympathisant. Les élus, attendez, on est élus dans nos collectivités. Moi, je n'ai pas honte de mon travail, ni dans ma ville, ni dans ma circonscription, ni à la tête du groupe UMP. Donc, il ne faut pas non plus partir dans tous les sens sur ce sujet. Mais on ne part pas dans tous les sens, Christian Jacob. Le 28 mai dernier, vous déclariez, je fais une totale, c'était la semaine dernière, une totale confiance à Jean-François Copé. Est-ce que vous lui faites toujours confiance ? Mais bien sûr. Toujours, totale confiance. Il y a une affaire vous lui de faites justice. Totale confiance. Écoutez, je vous l'ai dit, je vous le redis, il y a une affaire de justice qui est en cours. Laissons cette affaire de justice aller à son terme. Vous savez, le nombre d'élus de politiques qui ont été bafoués, traînés dans la boue, humiliés. Et ensuite, on s'est rendu compte, alors 6 mois, 1 an, 2 ans après, qu'ils étaient innocents, mais le mal était fait. Ce qui n'empêche qu'il y a aussi des élus qui ont mérité d'être sanctionnés gravement, et l'ont été. Donc laissons la justice travailler. Je comprends le temps médiatique, mais moi je respecte le temps de la justice. Voilà. Bon, vous respectez le temps de la justice. Christian Jacob, François Fillon, lui, dénonce déjà les turpitudes, c'est ce qu'il dit, c'est le mot employé par François Fillon, de la présidence Copé. Écoutez, regardez. Est-ce que la fin justifie toujours les moyens ? Est-ce qu'on peut mentir, tricher, détourner l'argent des adhérents et des sympathisants et ensuite prétendre représenter la France et les Français ? Moi je vous réponds non, non et non. Sauver l'UMP d'une disparition qui est désormais possible, voilà quel est l'enjeu des prochaines semaines. On peut mentir, tricher, détourner l'argent des adhérents et des sympathisants et prétendre représenter la France et les Français. Allusion évidemment, clairement à Jean-François Copé. Voilà ce que dit François Fillon. Je vous l'ai dit, il y a une affaire grave avec cette affaire. Il parle de détourner l'argent des adhérents. Oui, mais attendez, écoutez, moi vous ne me trouverez jamais pour être là, à celui qui allume les mèches, qui va taper sur ses collègues, ça n'est pas mon style. Moi je dis simplement, je dis, mais ça n'est absolument pas ce que j'ai dit. Il y a une affaire de justice. Moi je suis pas un apprenti magistrat, ni vous, ni moi. Non. Vous n'êtes pas un procureur, moi non plus. Moi non plus. Il y a des gens dont c'est le métier. Eh bien on les laisse faire. Et ensuite, eh bien, la justice décidera de ce qu'il en est, et s'il y a lieu à avoir des condamnations, il devra y avoir des condamnations. Point. Mais on va pas, écoutez, on va pas s'improviser, ni vous ni moi, procureur ou magistrat. Non, mais je suis bien d'accord. Fin 2007, Jean-François Copé est à la tête du groupe UMP. On est bien d'accord, hein? Fin 2007, il devient. Il reste 3 ans. Il y a 10 millions d'euros en caisse. Pendant 3 ans, chaque année, le parti touche 10 millions d'euros, le groupe parlementaire, on est bien d'accord, d'argent public. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez une dotation qui, écoutez, je ne l'ai pas en tête. Vous avez moi je vous dis, non, mais je peux vous dire. Non, mais moi je vous dis ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 180 députés, il y a 190 députés, il y a une dotation qui doit être d'État d'à peu près 250 000 euros par mois, qui est dotation publique, qui est liée au nombre de parlementaires. 250 000 euros par mois, hein, c'est ça aujourd'hui à peu près. En fonction du nombre de députés, puisque chaque député, quelle que soit son appartenance politique, il y a une dotation pour le fonctionnement du groupe. 2008, Big Malion réalise des plaquettes pour 320 députés. Vous vous souvenez de cette époque, hein? Big Malion avait réalisé une plaquette pour vous, par exemple? Oui, il y a eu les plaquettes de mi-mandat, simplement. On est en 2008. Hein, bon. 2012, Big Malion touche 700 000 euros du groupe parlementaire. C'est vrai? Écoutez, vous présidiez le groupe?
Oui, mais c'est vrai ou faux ? Écoutez, mais je n'en sais absolument rien. Je suis incapable de vous répondre genre de questions comme ça. Vous ne savez pas. Simplement, bon, non, mais vous êtes président du groupe, mais oui, mais le groupe verse 700 000 euros à Big Malion, mais vous ne savez écoutez, pas. arrêtez dans la démagogie, dans le populisme. Mais si, vous êtes dans ce registre. Mais écoutez, à l'instant. Non, mais moi je veux répondre à votre question. Démagogie et populisme. Lorsque je vous demande d'où vient l'argent public. Mais je vous le dis, je vous dis d'où vient l'argent public. Et où il va ? Mais il va. Alors vous avez Big Malion qui était un prestataire. Est-ce que vous avez versé 700 000 euros à Big Malion ? Un prestataire comme un autre, et ce prestataire versait effectivement, le groupe parlementaire versait de l'argent à Big Malion pour les bilans de mi-mandat et pour les bilans de fin de mandat. Donc je vous redirai exactement quel était le montant sans aucun problème. Dépenses de communication de l'UMP en 2012, 33 millions d'euros. 33 millions d'euros en 2012. Non, mais je vous le dis, je vous dis. Non, mais vous me dites, attendez, comment vous affirmez? Moi, je n'en sais absolument rien. Sur le groupe, attendez, stop. Oui. Sur le groupe, je vous répondrai avec une grande précision. Bon, alors, sur le groupe, vous avez travaillé avec Big Malion. Mais bien sûr. À l'initiative de qui ? Mais parce qu'on était en contrat avec cette société, comme des dizaines de villes de droite et de gauche, comme le ministère de la Jeunesse et des Sports l'était encore jusqu'il y a quelques semaines. Moi, j'ai arrêté ce contrat il y a quelques mois, mais bien entendu qu'on a travaillé avec. C'est un prestataire qui, en aucun cas, n'était blacklisté, nulle part. Jérôme Lavrieux doit-il démissionner ? C'est sa décision. Écoutez, il est aujourd'hui député. Vous n'avez pas d'avis. Mais c'est pas que je n'ai pas d'avis. Mais simplement, je n'ai pas vocation à démissionner ou à nommer quelqu'un. Il a été élu, c'est à lui, à son âme et conscience, de prendre sa décision. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de retirer tel ou tel, d'une fonction de tel ou tel. Nouveau président de l'UMP à l'automne, on est d'accord ? Oui, élection au Congrès en octobre. Bon, ce triumvirat qui est pas encore en poste officiellement, mais qui se dessine, vous le soutenez ? Oui, c'est une décision que nous avons prise en bureau politique. Oui. Après la décision lourde de Jean-François Copé de remettre sa démission. À ce moment-là, nous avons tous décidé qu'il y ait un triumvirat composé de 3 anciens premiers ministres qui ont dirigé le gouvernement de la France à différentes périodes, et ils en assurent la continuité jusqu'à la préparation du prochain congrès cet automne. Mais non, parce que j'entends dire les soutiens de Nicolas Sarkozy qui disent non, on n'en veut pas de ce triumvirat. On a une décision en bureau politique, et cette décision, on la respecte, voilà. J'entends dire qu'il y a un problème juridique, on va le régler la semaine prochaine s'il y a un problème de personnalité juridique. Honnêtement, c'est pas ça le sujet. Est-ce qu'il faut interdire au futur président de l'UMP de se présenter à la primaire ? On va parler de ça la semaine prochaine, ça me paraît compliqué pour tout vous dire, parce que donc on ne lui interdit pas de participer à la primaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifierait que vous avez une seule personne en France qui ne pourrait pas participer à la primaire, qui serait le président du mouvement? Mais je sais pas, si on arrive s'il y a un point d'accord là-dessus, pourquoi pas? Moi, je suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, au contraire. Donc, mais en tout cas, le triumvirat est en place. Il va préparer le prochain congrès, et puis voilà. Et puis nous verrons qui sera président. Exactement. Christian Jacob. Bon. La réforme pénale, parlons-en. J'ai regardé, on va parler du fond, de la contrainte pénale notamment, mais j'ai regardé l'un des amendements que des députés UMP que vous représentez ont déposé. Cet amendement éviterait la prison au col blanc. Je lis l'amendement. Seuls les crimes qui portent atteinte à une personne physique sont passibles d'une peine de prison. Les autres crimes, qu'ils soient financiers ou autres, doivent bénéficier de peines adaptées, comme des travaux d'intérêt général, l'interdiction d'exercer la profession qui les a conduits à ce crime, ou encore des amendes adéquates. Vous soutenez cet amendement ou pas ? Je suis incapable de vous répondre là, parce que il y a 300. Mais écoutez, il y a 300 amendements. Non, attendez, là, moi je veux bien. Il y a Christian Jacob, j'arrête cet entretien si vous êtes incapable. Vous êtes incapable de répondre à toutes mes questions. Mais je suis pas. Attendez, j'ai jamais vu un truc pareil. Mais écoutez, ça suffit. Là-dessus, sur cet amendement, c'est un amendement UMP ou pas? Oui, mais je ne sais pas. Il y a 300 amendements qui sont déposés hier soir. Ces amendements, j'aurai un avis lorsque j'ai l'ensemble du texte. Simplement, ce que je peux vous dire. Mais attendez, on va revenir sur les principes. Est-ce qu'il faut exonérer de prison les personnes qui commettent des, des escroqueries, Bien sûr que non.
Mais bien sûr que non. Donc vous êtes contre cet amendement. Bien sûr que non. Il faut voir dans quel cadre il est. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que sur un texte de droit, ce texte fait référence à un article du droit pénal. Il faut regarder ce qu'il y a dans l'article, à quel code il fait référence, et donc il y a besoin de ces éléments-là pour le juger. Et c'est pour ça que c'est très sur le principe tel que vous me le présentez. Je suis d'accord avec vous, bien évidemment. C'est pas moi qui l'ai rédigé. Mais à quoi il fait référence? Ce sont des députés de votre groupe qui l'ont rédigé. Il y a 300 amendements de déposés. Si vous n'avez pas l'ensemble, vous ne les connaissez pas tous ces amendements. Non, je ne connais pas. Vous contestez la loi sans connaître les amendements que vous déposez. Je fais mon travail sérieusement, Monsieur Bourdin. Je vous demande. Et simplement, mais quand 300 amendements sont déposés, vous n'avez pas le texte là sous les yeux. Je ne connais pas 300 amendements par cœur. Alors, je ne vous fais pas confiance. Ah bon? Bon, j'ai besoin d'avoir un texte qui soit présenté. Est-ce que vous voulez que j'arrête cette interview? Non, je veux simplement avoir un texte. Vous ne me faites pas confiance. Mais je veux avoir les références. Mais non, mais c'est trop facile. Ce texte, il fait référence à un article, à tel ou tel article. Sur le principe, tel que vous me le lisez, je suis d'accord avec vous. Mais je suis prudent, tout simplement, parce que je n'ai pas tous les éléments de référence. Alors, moi, je vous les donne. Je vous relis cet amendement. Mais seuls les crimes qui portent atteinte à une personne physique sont passibles d'une peine de prison. Les autres crimes, qu'ils soient financiers ou autres, doivent bénéficier de peines adaptées, comme des travaux d'intérêt général, l'interdiction d'exercer la profession qui les a conduits à ce crime, ou encore des amendes adéquates. C'est pas clair ou pas? Tel que vous me le lisez là, je ne suis pas d'accord avec cet amendement. Voilà. Mais vous me le dites. Non, mais je veux avoir la référence, savoir à quel texte il se raccroche. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça que je peux pas répondre. Donc pas d'aménagement de peine, comme ça, pas de peine adaptée pour ceux qui commettent des escroqueries ou des politiques qui auraient puisé dans la caisse. Mais tout à fait. Parce que ça peut arriver, ça. Mais bien sûr, comme ça peut arriver dans tous les à des journalistes et dans tous les partis, à tout le monde. Oui. Les journalistes seront sanctionnés s'ils puissent dans la caisse. Mais les politiques le sont aussi. Oui. Et emprisonnés. Voilà. Et les politiques aussi. Les politiques aussi, vous savez, il n'y a pas de non, mais il n'y a pas de justice. Je suis cet amendement, sûrement pas. Il peut vous concerner tout autant. Pardon? Il peut concerner n'importe quel Français. Oui, ça, on est bien d'accord. Donc il peut vous concerner tout autant. Et je ne le soutiens pas. Bon, à la lecture que vous m'en donnez là. Dites-moi, Christian Jacob, la contrainte pénale, vous êtes absolument contre cette nouvelle peine. Oui. Pourquoi? Je suis contre parce que l'objectif de cette loi vise simplement à vider les prisons. Et on a un certain nombre de cas graves auxquels ça peut vous voulez aussi vider les prisons, vous, à travers cet amendement. Mais je passe, je referme la parenthèse. Non, mais je la referme. Merci. Oui. Je suis contre la contrainte pénale parce que ça va concerner des peines qui vont jusque 5 ans de prison, voire 10 ans maintenant. Et des peines de 10 ans de prison, même 5 ans, ça peut être un pédophile récidiviste peut être condamné à 5 ans de prison. Mais non, c'est le juge qui décidera. Non, mais il peut. C'est le juge. C'est une nouvelle peine. Non, il peut dans la loi. Je vous donne un exemple précis. Allez-y. Vous avez un pédophile récidiviste condamné à 5 ans de prison. Le juge peut obliger à une contrainte pénale à la place de la peine de prison. Il a cette possibilité. C'est le juge qui décide. C'est le juge qui décide. Si on le transforme en 5 ans de contrainte pénale, c'est-à-dire qu'il va être en liberté avec, par exemple, la possibilité de s'approcher d'endroits où il peut y avoir des enfants, et qu'il ne respecte pas cette contrainte, eh bien le juge à ce moment-là ne pourra lui remettre une peine de prison que de la moitié de la contrainte pénale. C'est-à-dire concrètement, quelqu'un qui, pour pédophilie, est condamné à 5 ans de contrainte pénale, s'il ne respecte pas les obligations, on ne pourra lui remettre que 2 ans et demi de prison. Ça, c'est en toutes lettres dans la loi. Donc c'est un amendement que vous allez déposer, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais parce qu'il y a 300 amendements acceptés que je ne puisse pas connaître 300 amendements par cœur. Reconnaissez cela. Bon, il s'agit de prévenir la récidive. Ce texte, l'objectif, c'est de prévenir la récidive. Oui, mais... Comment faites-vous pour prévenir la récidive? On prévient la récidive d'abord avec les peines planchées, ce que nous avions mis en place, ce qui est supprimé. Peu utilisé. Oui, mais enfin, il n'empêche que le cadre est là, et je pense que notamment par vous-même. Je pense par vous-même, par l'UMP. Non, par les juges. Par le pouvoir et par les juges. C'est les juges. C'est pas l'UMP qui décide. Enfin, les juges. Mais on décide d'un cadre de loi, et je pense que c'était une bonne formule, et qu'il faut maintenir les peines planchées. Ensuite, le programme que nous avions lancé était un programme de reconstruction de places de prison, parce que moi je suis pas contre les aménagements de peine. Il y en a toujours eu, et il y a parfois la nécessité, et c'est parfois un moyen de réinsertion qui est utile. Très utilisé en Allemagne, par exemple, qui marche très bien. Il n'empêche qu'on a besoin de davantage de places de prison, et qu'aujourd'hui
aujourd'hui, à mon avis, la priorité aurait dû être celle-là. Est-ce que vous ne pensez pas que la sortie sèche de prison provoque la récidive, franchement? Elle peut, dans certains cas. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir des peines de substitution. Qui a exécuté sa peine, on le relâche et on ne le suit plus. Et donc ça veut dire qu'il faut non seulement avoir un suivi, mais aussi une formation pendant au moins la fin de la peine de prison, de façon à préparer cette insertion. Est-ce que vous ne pensez pas que la contrainte pénale est utile, par exemple, pour ceux qui sont en prison ou en préventive pour conduite en état alcoolique ou conduite sans permis, non? Si, mais il y a des cas où elle peut s'adapter simplement. Donc, là, quand vous êtes, non, mais quand vous êtes sur des peines, vous n'êtes pas contre la contrainte pénale. Mais le texte tel qu'il est là concerne des peines de moins de 5 ans de prison. Et 5 ans de prison, c'est une peine très lourde. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en plus, par voie d'amendement, avec le soutien de la ministre, c'est passé à 10 ans. Attendez, non. Si. C'est passé à 10 ans. Après, c'est passé à 10 ans. Il y a eu compromis avec le gouvernement. Non, c'est passé à 10 ans. Le texte sorti de la commission, qui je vous le rappelle. De la commission. Mais oui, mais c'est le texte. Mais c'est pas ce qu'a dit Manuel Valls hier matin, ici absolument même. Pas. Attendez, il y a la position de Manuel Valls, il y a celle de la ministre, et il y a celle du groupe socialiste. Jusque maintenant, ça n'est pas le Premier ministre qui vote les textes, c'est bien la majorité de gauche. La majorité de gauche, en commission, s'est mis d'accord sur 10 ans. Et c'est ce texte qui est présenté devant le Parlement. Donc me dites pas non. La vérité, c'est que ce texte est présenté. Alors, peut-être qu'il sera battu. On verra. Mais en attendant, c'est ce que dit le gouvernement qui va déposer un amendement pour réduire à 5 ans. Bon, enfin. Vous rejetez tout le texte ? Au moins ces 2 points-là. Non, je pense que sur la totalité du texte, il peut y avoir des sujets, des points d'accord. Simplement, il y a 2 sujets fondamentaux qui sont la fin des peines planchers et la contrainte pénale. Voilà. Et la contrainte pénale. Bien. Christian Jacob, la réforme régionale. Alors, comment la jugez-vous ? Comment jugez-vous ce projet gouvernemental, franchement ? Et quels sont les arguments qui vous font dire que c'est pas préparé ou que c'est mal fait? Tout d'abord parce qu'il est fait dans la précipitation. Nous étions cette réforme pénale, territoriale, elle est nécessaire. Nous étions engagés dessus, nous l'avons voté même. Nous l'avons voté en 2010 avec la création du conseiller territorial, qui permettait d'avoir un élu qui soit ancré sur le territoire, donc avec une élection au suffrage uninominal direct, et donc qui n'est pas la proportionnelle, et qui permettait de siéger à la fois au Conseil général, complètement contre, qui permettait de siéger. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que le premier parti de France, dit-on, aux européennes, c'est ce que dit Marine Le Pen, soit représenté à l'Assemblée nationale, mieux représenté. Je dis que simplement, un élu doit avoir capacité à se faire élire sur son territoire. S'il n'a pas capacité à se faire élire sur son territoire, ça me pose un vrai problème. Et donc, c'est pour ça que ces conseillers territoriaux pouvaient siéger au Conseil général et au Conseil régional, ce qui diminuait par 2 à peu près le nombre d'élus. Et ensuite, naturellement, ça permettait de fusionner départements et régions. Et on pouvait ainsi continuer à s'engager sur cette réforme territoriale pour diminuer le nombre de strates, parce que effectivement on perd en efficacité, on perd en lisibilité sur l'action publique. Mais là, la manière dont les choses se font, on ne sait pas comment seront élus ces élus, quel sera le mode de scrutin. On est sur une carte qui est faite sur un coin de table. Pensez qu'hier soir, le président de la République était encore au téléphone avec les présidents de région, et en fonction de la manière dont tel ou tel président de région hurlait, eh bien on le basculait dans une région, dans un périmètre ou dans un autre. Donc on est aujourd'hui sur une carte qui est faite sous la panique, alors que cette réforme territoriale mérite d'être construite avec beaucoup de concertation. Mais il faut effectivement faire une réforme territoriale. Et moi, l'idée que j'ai toujours défendue, c'est de dire le moment pour le faire, ce sont les élections présidentielles. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a là le temps d'avoir un vrai débat avec les Français et effectivement diminuer le nombre de strates. Est-ce qu'il faut diminuer le nombre de députés aussi ? Pourquoi pas, la question peut être posée, mais elle est posée dans l'ensemble. Mais vous y êtes favorable ou pas ? C'est une question qui ne me choque pas aujourd'hui, mais simplement je ne veux pas régler ça. Une question qui ne vous choque pas, mais vous n'avez pas d'avis on aura un avis parce que simplement ça relève d'un débat présidentiel avec les Français. On a 3 ans pour le construire, on le fera ce débat et on verra. Moi je suis pas fermé là-dessus, mais comprenez bien que tout cela c'est pas des gadgets, c'est pas des coups de com'. C'est pas des gadgets. Voilà, on le fait sérieusement. La com'. Oui, ça peut. C'est pas nous qui en faisons. Bon, merci Christian Jacob. Non, vous en faites plus. Il est 8h55. Merci.